Je m'appelle Claire Vasseur et j'ai longtemps cru que la fatigue était le prix à payer pour ma réussite. Je dirige une entreprise de logistique fluviale à Lyon, héritée de mon père, une institution bâtie sur le labeur et la discrétion. Je suis une femme de dossiers de chiffres et de poignées de mains franches. Pourtant, ces derniers mois, je ne me reconnaissais plus. Mes mains tremblaient. En signant des chèques, ma mémoire s'effilochait, comme un vieux tricot. On me disait que c'était le surmenage, l'âge, peut-être même un début de sénilité précoce. C'est ce que répétait mon mari Marc, avec une douceur qui me glaçait, sans que je sache pourquoi. Nous fêtions nos 20 ans de mariage ce soir-là, dans un restaurant étoilé sur la colline de Fourvière. La ville s'étendait à nos pieds, une mer de lumière scintillante, sous la brume de novembre. À notre table, il y avait Marc, toujours aussi élégant dans son costume gris anthracite. Il y avait sa mère Bernadette, une femme dont le sourire ne montait jamais jusqu'aux yeux. Et il y avait Élodie, la filleule de Marc, une jeune femme vive que nous hébergions depuis peu pour ses études. L'ambiance était feutrée, le bruit des couverts sur la porcelaine à peine audible. Marc me tenait la main, son pouce caressant ma peau, avec une insistance mécanique. Il s'inquiétait de ma pâleur, me demandait si j'avais pris mes vitamines. Bernadette m'observait par-dessus ses lunettes, hochant la tête avec une pitié théâtrale. « Tu devrais te reposer, Claire. L'entreprise est trop lourde pour toi maintenant, » disait-elle. Élodie servait le vin remplissant mon verre, dès qu'il se vidait avec un zèle étrange. Je me sentais lourde, l'esprit embrouillé, coupable d'être un fardeau pour ces gens qui m'aimaient. C'est ce que je croyais. Au moment de partir, le vent froid sur le parvis m'a fait frissonner. Marc m'a posé sa veste sur les épaules, un geste protecteur parfait pour les apparences. Nous marchions vers la voiture quand j'ai réalisé que je n'avais pas mon sac à main. Tous mes papiers, mon téléphone, les clés du coffre-fort de la maison, tout y était. La panique m'a saisi disproportionnée, une bouffée d'angoisse pure. Marc a souri apaisant. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Reste là, je vais le chercher. » Mais j'ai refusé, mu par un instinct soudain, une envie de bouger pour dissiper mon vertige. « Ah, non, j'y vais, j'ai besoin de marcher un peu. » ai-je insisté. Il a hésité, un éclair d'agacement, traversant son regard, vite remplacé par la sollicitude. Il est monté en voiture avec sa mère et Élodie pour m'attendre un peu plus loin, là où le stationnement était possible. Je suis retourné vers l'entrée du restaurant, mes talons claquant sur les pavés humides. Les lumières de la salle étaient tamisées. Le service touchait à sa fin. Je pensais juste récupérer un objet oublié. Je ne savais pas que je m'apprêtais à récupérer ma vie. À peine avais-je franchi le seuil que le maître d'hôtel, Monsieur Brunet, s'est avancé vers moi. C'était un homme d'une 60aine d'années, au visage grave et aux manières impeccables. Il ne m'a pas rendu mon sac. Il m'a pris le bras fermement, mais avec une infinie délicatesse. « Madame Vasseur, s'il vous plaît, venez avec moi, » a-t-il murmuré. Sa voix tremblait légèrement, ce qui m'a plus alarmé que n'importe quel cri. J'ai voulu protester, demander mon sac, rejoindre mon mari. « C'est urgent, madame, » a-t-il ajouté, me guidant vers son bureau vitré. Il a fermé la porte, tiré le store, et le silence est tombé comme une chape de plomb. « Ce que je vais vous montrer est difficile, » a-t-il prévenu, en désignant l'écran de contrôle des caméras. « Mais vous devez regarder jusqu'au bout. » Il a appuyé sur une touche et l'image de notre table, la table 12, est apparue. L'heure affichée indiquait 20 minutes plus tôt. Je me suis vu me lever pour aller aux toilettes. Ma chaise était vide, mon sac posé négligemment sur l'accoudoir. L'image était nette, cruelle de vérité. Dès que j'ai disparu du champ, le visage de Marc a changé. Le masque de l'époux aimant est tombé, laissant place à une efficacité froide. Il a saisi mon sac, l'a ouvert sans hâte, surveillant la salle du coin de l'œil. Il a sorti mon flacon de compléments alimentaires, celui que je prenais pour ma fatigue. Il a vidé les gélules dans sa main,
puis les a glissés dans sa poche de veste. De l'autre poche, il a sorti un petit sachet plastique rempli de pilules identiques en apparence. Il les a versées dans le flacon, l'a refermé et l'a remis dans mon sac. Tout cela a duré moins de 10 secondes. En face de lui, Bernadette ne mangeait pas. Elle riait. Elle a mimé une personne qui tremble, qui perd la tête en se moquant ouvertement de moi. Élodie, la douce étudiante, a levé son verre vers Marc, un sourire complice et carnassier aux lèvres. Ils ont trinqué, à ma santé sans doute, ou plutôt à ma chute. J'ai senti mes jambes se dérober. Je me suis agrippé au bureau de M. Brunet. Le maître d'hôtel a posé un objet sur la table, le vrai flacon, celui que Marc avait vidé dans sa poche. Il les a jetés dans la poubelle des toilettes hommes. Avant de partir, je les ai récupérés, a-t-il dit. Madame, ce qu'il a mis dans votre sac, ce ne sont pas des vitamines. J'ai été infirmier militaire avant de faire ce métier, je reconnais ses cachets. Diranto 10 important partation 10. Ce sont des psychotropes puissants, des neuroleptiques, destinés à sédater lourdement. Pris à forte dose sans nécessité, il crée de la confusion, des pertes de mémoire, de la paranoïa. Je fixais l'écran noir, le souffle court. Tout s'éclairait, mes oublis, mes vertiges, mes réveils pâteux. Je n'étais pas malade, j'étais empoisonné. Mon téléphone a vibré dans ma poche, Marc. Je l'ai regardé comme si c'était un serpent venimeux. Monsieur Brunet m'a tendu un verre d'eau. Ne leur montrez rien, madame, a-t-il conseillé. La colère vous perdrait, c'est le calme qui vous sauvera. J'ai décroché ma voix sonnant étrangement stable à mes propres oreilles. J'ai retrouvé mon sac Marc. Le personnel l'avait mis de côté. Yomad. Je prends un taxi. Ne m'attendez pas, je suis trop fatigué pour faire un détour. Sans mon chômage, il a protesté, joué le mari inquiet, mais j'ai raccroché avant qu'il ne puisse insister. Le trajet en taxi vers notre maison des Monts d'Or a été le plus long de ma vie. Je regardais Lyon défiler, cette ville que je connaissais par cœur, et tout me semblait étranger. J'avais partagé mon lit, mes rêves et mon patrimoine avec un homme qui voulait ma fin sociale. Il ne voulait pas me tuer physiquement, c'était trop risqué. Il voulait me tuer civilement, me faire interdire, me placer sous tutelle, prendre le contrôle de l'entreprise Vasseur. Bernadette avait toujours trouvé que je n'étais pas assez bien né pour son fils. Et Élodie, je comprenais maintenant les regards furtifs, les silences, quand j'entrais dans une pièce. Je suis rentré chez moi par la porte de service. La maison était silencieuse. Il n'était pas encore rentré. Je suis monté dans ma chambre, j'ai pris le flacon dans mon sac. Je l'ai caché au fond d'un tiroir de vieilles chaussettes et j'ai mis un flacon vide à la place dans mon sac. Quand j'ai entendu la voiture crisser sur le gravier, je me suis mis au lit. Marc est entré sentant le parfum coûteux et l'hypocrisie. Il s'est assis au bord du lit, m'a tendu un verre d'eau et une pilule tirée du flacon qu'il croyait être le sien. « Ah, prends ça, ma chérie, ça va t'aider à dormir », a-t-il murmuré. J'ai mis la pilule dans ma bouche, je l'ai coincée sous ma langue et j'ai bu. Il a attendu que je déglutisse, surveillant ma gorge comme un geôlier. « Repose-toi, demain est un grand jour », a-t-il dit en m'embrassant le front. Dès qu'il est sorti, j'ai craché le poison dans un mouchoir. Je n'ai pas dormi, j'ai écouté. Vers 1h du matin, des voix montaient du salon. Je me suis glissé dans le couloir, pieds nus, une ombre dans ma propre maison. Ils étaient là tous les trois, buvant mon cognac millésimé. Élodie était assise sur les genoux de Marc, ses bras autour de son cou. Bernadette comptait des liasses de billets, probablement retirés de mon compte personnel, avec ma signature imitée. « Au conseil d'administration de jeudi, ce sera fini », disait Marc. « Avec le rapport du docteur Mercier qu'on a acheté, l'internement sera une formalité. Sinon, on dira qu'elle est devenue dangereuse,
pour la gestion de la société. Yansaran Washan Shaita, Élodie a ri. Et moi, je pourrais enfin redécorer cette maison, c'est d'un goût tellement ancien. Si ça en était Hisium Teatas Tisium Moam, Bernadette a ajouté. Il était temps, mon fils. Tu mérites mieux que cette marchande de péniches. Ikisan Daletiar, j'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé l'enregistrement. J'ai enregistré leurs rires, leurs plans, leurs aveux. J'ai enregistré le son de ma propre exécution sociale. Je suis remonté dans ma chambre, le cœur battant à rompre, mais l'esprit froid comme la glace. Le lendemain matin, j'ai joué mon rôle. J'ai traîné les pieds, j'ai laissé tomber ma tasse de café, j'ai bafouillé. Ils échangeaient des regards satisfaits. Dès qu'ils sont partis faire des courses sans doute pour préparer leur victoire, j'ai agi. J'ai appelé Maître Delorme, le notaire de mon père, un homme d'une intégrité de marbre. Je lui ai dit « Jacques, j'ai besoin de toi. Tout de suite. Viens par le jardin. » Il est arrivé en 20 minutes, sa serviette en cuir sous le bras. Je lui ai montré la vidéo que M. Brunet m'avait envoyée sur un lien sécurisé. Je lui ai fait écouter l'enregistrement audio de la nuit. J'ai sorti les pilules. Jacques, cet homme qui ne montrait jamais aucune émotion, a pâli. « C'est monstrueux, Claire !» a-t-il soufflé. « Ce n'est pas tout, ai-je dit. Nous sommes allés dans le bureau de Marc. Je savais qu'il cachait la clé de son coffre privé dans une fausse édition de Voltaire. À l'intérieur, nous avons trouvé les preuves financières. Des virements vers des comptes offshore au nom d'Élodie. Un faux dossier médical à mon nom, diagnostiquant une démence précoce. Et surtout, un certificat de mariage. Marc et Élodie s'étaient mariés à Las Vegas il y a 3 ans. Elle n'était pas sa filleule. Elle était sa deuxième femme, un cas de bigamie illégale en France, mais parfait pour me dépouiller. Jacques a tout photographié, tout certifié. Le conseil d'administration est demain, a-t-il dit. C'est là que nous les arrêterons. Terra, pas d'éclat avant, ai-je ordonné. Je veux qu'ils se sentent en sécurité, jusqu'à la dernière seconde. Et ce qui est sans même, la nuit suivante a été une torture, mais j'ai tenu bon. Le jour du conseil Marc m'a aidé à m'habiller comme on habille une poupée cassée. Il a choisi un tailleur gris terne qui me vieillissait. « Ne parle pas trop aujourd'hui », m'a-t-il conseillé dans la voiture. « Laisse-moi gérer, tu es trop fragile. » Nous sommes arrivés au siège de Vasseur Logistics sur les quais de Saône. La salle du conseil était imposante, avec sa table en chêne massif et sa vue sur le fleuve. Les actionnaires étaient là, des visages graves, inquiets, des rumeurs sur ma santé mentale. Marc m'a installé en bout de table, puis s'est levé pour prendre la parole. Il a commencé son discours, la voix pleine de fausse tristesse. Il parlait de la nécessité de protéger l'entreprise de ma dégradation cognitive rapide. Il a sorti le faux dossier médical. Les actionnaires baissaient les yeux gênés. Bernadette, assise au fond de la salle comme invitée, hochait la tête avec gravité. « Je demande donc le transfert immédiat des pouvoirs de direction », a conclu Marc. Un silence lourd a envahi la pièce. C'était mon tour de parler, ou plutôt de me soumettre. Je me suis levé, lentement. J'ai lissé ma veste, redressé mes épaules. J'ai levé la tête et j'ai planté mon regard dans celui de Marc. Mon visage n'était plus celui de la femme fragile du petit déjeuner. C'était le visage de mon père, le visage du patron. Avant de voter, ai-je dit d'une voix claire et sonore, j'aimerais vous montrer une courte présentation. Marc a froncé les sourcils. Claire, chérie, assieds-toi, tu te fatigues. Assieds-toi, Marc, ai-je coupé. Le ton était sans appel. J'ai fait un signe de tête. La porte du fond s'est ouverte. Maître Delorme est entré suivi de 2 officiers de police judiciaire et de M. Brunet. Marc a blêmi. Bernadette s'est figé sa main crispée sur son sac Hermès.
Sur l'écran de projection, la vidéo du restaurant s'est lancée. Le silence dans la salle est devenu total, un vide absolu. On voyait Marc verser la drogue. On voyait le rire de sa mère. Puis l'enregistrement audio a retenti dans les haut-parleurs de haute qualité. La voix de Marc. On dira qu'elle est devenue dangereuse. La voix d'Élodie. Je pourrais enfin redécorer. Les actionnaires, scandalisés, se tournaient vers Marc avec dégoût. Marc a essayé de balbutier. C'est un montage. C'est faux, elle est folle. Maître Delorme a posé un dossier sur la table. Faux et usage de faux. Administration de substances nuisibles. Tentative d'escroquerie. En bande organisée bigamie. A-t-il énuméré calmement. Les policiers se sont avancés vers Marc. Il n'a pas résisté. Il s'est effondré sur sa chaise, l'air d'un enfant pris en faute, toute son arrogance évaporée. Bernadette a tenté de sortir discrètement, mais un officier lui a barré la route. « Vous aussi, madame », a-t-il dit. J'ai regardé mon mari se faire menotter. Je n'ai ressenti ni joie, ni triomphe, juste un immense soulagement, comme si on m'enlevait un sac de pierres du dos. Quand ils sont sortis encadrés par la police, Marc s'est retourné une dernière fois. Il m'a regardé avec incompréhension. Il n'avait jamais vu la vraie Claire. Il n'avait vu qu'une ressource à exploiter. Le Conseil a voté à l'unanimité le maintien de ma présidence et l'exclusion de Marc de toute fonction. Je suis rentré chez moi seul ce soir-là. J'ai fait changer toutes les serrures. J'ai jeté les draps. J'ai ouvert les fenêtres. En grand, malgré le froid. L'air frais de Lyon est entré chassant l'odeur de leurs parfums et de leurs mensonges. Les mois suivants ont été consacrés à la reconstruction. Physique d'abord pour éliminer les traces de médicaments. Morale ensuite. J'ai appris que la solitude n'est pas une punition, c'est parfois un sanctuaire. J'ai continué à diriger mon entreprise avec plus de fermeté peut-être, mais aussi plus d'humanité. Je déjeune encore parfois chez M. Brunet. Nous n'en parlons jamais, un simple regard suffit. Il sait que je n'oublierai jamais. J'ai pardonné non pas pour eux, mais pour moi, pour ne pas laisser la haine rider mon âme comme il voulait rider mon visage. Mais je n'ai pas oublié. La confiance est un vase de cristal. Une fois brisé, on peut le recoller, mais les fissures seront toujours là pour accrocher la lumière. Aujourd'hui, je suis assise dans mon jardin, regardant les vignes roussir à l'automne. Je suis seule, mais je suis entière. Je suis la gardienne de ma propre vie. Et vous, jusqu'où iriez-vous pour voir la vérité en face, si celle-ci devait briser votre cœur pour sauver votre âme ?